Comment est-ce qu'on valorise une société? C'est un sujet qui vous intéresse beaucoup, une question qui revient très souvent, donc on va voir aujourd'hui. Il existe plusieurs méthodes de valorisation d'une société, méthode qui va différer en fonction de l'objectif qui va être poursuivi par l'opération. Si on est dans le cadre d'une succession, d'une donation ou d'une cession intrafamiliale, on va partir sur des méthodes de valorisation qui sont somme toute assez simples, puisque l'objectif ne va pas être de générer de la plus-value, mais simplement de transmettre, souvent à moindre coût, puisque plus le prix de cession va augmenter, plus la valorisation va augmenter, plus les droits d'enregistrement et les éventuels impôts sur la plus-value vont augmenter. Très concrètement, dans le cas de SCI, souvent ce qu'on peut faire, c'est la somme des actifs moins la somme des passifs. Cette méthode de valorisation, elle peut changer dans le cas où on est en présence d'immeubles qui génèrent des loyers, puisqu'il faut prendre en compte une rentabilité et donc une baisse des charges futures une fois que, dans le cas où il y a des emprunts bancaires, ils seront complètement soldés. Mais ces méthodes, elles sont totalement différentes dans le cas des fusions-acquisitions, que ce soit du fait de l'acquisition d'une société par une autre ou dans le cas de l'entrée d'investisseurs. Là encore, il existe de nombreuses méthodes de valorisation, mais celle qu'on utilise le plus souvent, c'est celle qui se base sur l'EBITDA. EBITDA, c'est Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortizement, c'est-à-dire le bénéfice de la société avant les intérêts, les taxes, les dépréciations et les amortissements. Donc on est sur une base de calcul qui reflète la valeur de la société, sa rentabilité à une date donnée. Cet EBITDA, qui est une notion assez proche de l'excédent brut d'exploitation français, le BE, va être multiplié par un coefficient déterminé en fonction du type d'activité qui est exercé par la société. Très concrètement, ce coefficient multiplicateur, il est fixé principalement en fonction de la rentabilité de la société et d'un facteur risque, donc plus le risque est important et plus le facteur multiplicateur va être important vu qu'on va chercher une rentabilité bien plus importante. Par exemple, sur des activités immobilières avec des actifs qui sont considérés comme relativement sûrs, on va être sur des coefficients multiplicateurs plutôt bas, entre 3 et 4, alors que dans des secteurs comme l'ingénierie, on peut avoir des coefficients qui sont très élevés, voire aller jusqu'à 13, 14, voire au-delà. Ces coefficients, ils sortent pas du chapeau, ils sont établis par des cabinets d'audit à l'international qui fixent chaque année des fourchettes de coefficients selon le type d'activité. Et donc, l'EBITDA fois ce coefficient multiplicateur moins la dette financière nette de la société va représenter grosso modo la valorisation de la société ou du moins le point de départ de la négociation, que ce soit du prix de vente ou du prix d'entrée d'un nouvel investisseur. Dans le cas d'un groupe ou alors d'une holding, tout simplement, on va utiliser l'EBITDA consolidé et procéder de la même manière avec ce coefficient multiplicateur. Donc, travailler sur ce type d'opération ne demande pas des compétences en mathématiques très poussées, mais ça suppose tout de même d'avoir des connaissances en comptabilité, en fiscalité et en finance, et surtout d'être accompagné de financiers, d'experts comptables, voire de banquiers, tout au long des opérations. C'est ce qu'on fait nous au cabinet. On est évidemment entouré de professionnels du chiffre afin que toutes les opérations soient au minimum double-checkées et que les chiffres qu'on propose à nos clients ils soient le plus proches de la réalité. Donc voilà, une des choses qui se passe dans l'envers du décor d'un avocat en fusion-acquisition.